Et oui, c'est la vie IMO tous les jours pour ouvrir Intégral Placement. Et chaque mercredi, on vous propose un club de la presse immobilier pour dresser le panorama de ce marché immobilier et vous apporter les meilleurs conseils pratiques pour vous permettre d'investir. Ce club de la presse avec toujours Marie, BFM Business, Virginie Groslo de l'Obs. Bienvenue Virginie. Et Olivier Marin. Bonjour. Le rédacteur en chef Olivier d'Explorimo Le Figaro. Bienvenue à tous les trois. En cette rentrée 2015, on a des chiffres qui vont un peu dans tous les sens sur le marché immobilier. Certains nous disent que les prix continuent de reculer, d'autres qui nous disent qu'au contraire, attention, il faut se dépêcher d'acheter parce que les prix remontent. Vous qui êtes indépendant, qui n'êtes pas payé à la vente de biens immobiliers, heureusement, oui. Vous en dites quoi de ce marché-là, de cette rentrée? Comment elle se profile? Déjà, on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est déjà que l'activité redémarre, que ce soit dans l'ancien que dans le neuf, ça redémarre véritablement, donc ça c'est bon, les transactions repartent, le marché locatif redémarre, c'est à la hausse, c'est bon pour l'économie, c'est bon aussi pour l'emploi, donc ça c'est vrai que c'est très important, on va sans doute dépasser cette année les 700 000 transactions, on est loin des 800 000 qui étaient l'un des records, on est quand même mieux que les 600 000, mais tout de même c'est évidemment très fragile. Là effectivement Guillaume, on manque de repères, et je me mets à la place du particulier où c'est pas évident, c'est quand on a des titres sur l'immobilier en baisse et qu'on a des dossiers quelques semaines plus tard sur l'immobilier est en hausse, effectivement, c'est plus trop. Mais ça part en fait, et c'est peut-être l'autocritique, en fait, certains dossiers prennent en compte les chiffres des notaires, des actes authentiques de vente sur une année, de 2014 à 2015, d'autres font leur propre enquête, et puis d'autres prennent des chiffres, des réseaux à un instant T. Alors effectivement, la donne, elle est un peu trouble, elle est pas évidente. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, sur les grandes villes, on peut dire que le marché se stabilise. Là, je parle vraiment de l'ancien. Dès lors qu'on s'éloigne, en fait, des métropoles attractives, ou même des villes de moins de 20 000 habitants, il y a une baisse des prix. Et puis alors, dans les zones rurales, ou sur les secteurs des résidences secondaires, là, on a un effondrement des prix de moins 10, moins 20, moins 30%. Et donc là, il y a des opportunités. Ce sont vraiment des marchés à plusieurs vitesses dans l'ancien. Mais ça repart un peu à la hausse dans les grandes villes. Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit ça repart à la hausse, ce sont les transactions, le nombre de transactions. Ça veut dire que les gens se sont décidés à acheter. Ils ont constaté des baisses de prix, ils ont constaté que les taux étaient très attractifs, ça fait un moment qu'ils attendent, ils ont visité, ils ont du choix, donc ils se sont décidés. Après, comme venait de le souligner Olivier, ça dépend où et ça dépend quel type de bien. Si c'est une résidence principale dans une grande ville, les signaux sont au vert. Si on est sur de la résidence secondaire en zone rurale, là c'est plutôt mort. Et si on prend, donc là on est pour l'ancien, et si on est dans le neuf, il faut voir que là aussi, grâce au fameux dispositif Pinel, d'investissement locatif avec une petite carotte fiscale, les ventes sont reparties. Maintenant, une fois que les promoteurs commercialisent avec ces premières ventes, les accédants classiques qui achètent pour la première fois ou la deuxième fois, ils sont un peu moins nombreux, c'est un peu plus lent. Donc ça dépend de quoi on parle. Et effectivement, il faut bien regarder son marché, son terrain. Oui, donc il n'y a pas de conseil général à apporter. Il ne faut pas dire à tout le monde dépêchez-vous d'acheter parce que les prix remontent. Non, ça dépend. Surtout pas. Ça dépend quel type de bien. Pas dans l'immobilier. On est vraiment sur du moyen long terme. Donc c'est surtout pas se précipiter, ça évidemment. Il y a aussi des nouveautés législatives là en cette rentrée avec la loi Allure, la loi Macron également. Bon, on a déjà beaucoup parlé de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qu'il faut retenir des autres nouveautés législatives pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier là? Voilà, il faut dire que là, l'été, ça a été un peu le déluge, parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a eu ces deux nouvelles lois Macron et Royal de voter qui ont modifié certaines choses. Il y a tous les décrets d'application de la loi Allure qui sont délivrés au compte-gouttes. Et parmi les plus importants, alors il y a eu tout le dispositif d'encadrement des loyers à Paris, ça, je crois que vous en avez beaucoup parlé. Oui. Mais il y a eu les contrats types qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc il y en a eu un au 1er juillet pour les syndics, quand on est en copropriété, et au 1er août pour les baux, le bail. Les contrats types, il va falloir s'y faire. C'est quoi un contrat type? Alors un contrat type, c'est-à-dire que le législateur a décidé que maintenant vous allez avoir un modèle. Avant, chacun avait sa propre petite sauce, on pouvait rajouter ci, on oubliait ça. C'était un peu... On parle de qui là? On parle de ceux qui mettent en location leurs biens, par exemple, et qui vont devoir rédiger un contrat type désormais. Oui, tout à fait. Ce qui permet, alors quand vous passiez par un professionnel, ils avaient leur modèle aussi déjà préétabli, donc il y avait à peu près tout, il n'y avait pas de grosses difficultés, mais la moitié du marché locatif, c'est entre particuliers. Donc là, c'est beaucoup moins clair, et donc la loi Allure a mis en place ce contrat type, qui reprend tout un tas de clauses. Il faut la description du bien, il faut le nom des parties, il faut le montant du loyer, il faut indiquer le précédent montant de loyer, parce que vous savez qu'il y a eu cet encadrement à la relocation où les loyers peuvent pas dépasser l'IRL, mais si vous ne connaissiez pas le précédent loyer, de toute façon,
Vous aviez peu de chances de savoir si vous aviez le bon loyer. Ça signifie que si j'ai un nouveau locataire, il faut que je l'informe du précédent loyer. Tout à fait. Donc je peux pas faire n'importe quoi avec le nouveau loyer. Sinon mon locataire, il va me dire « pourquoi vous l'augmentez autant ?» De toute façon, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ça dépend où. Mais encore moins. Non, mais ça dépend où. C'est-à-dire, quand vous êtes à Paris, le problème, c'est qu'il y a une telle demande qu'il y a tout un tas de petits arrangements qui se font. Mais quand vous êtes en province, qui concerne quand même une grosse partie du marché, vous avez un peu plus de choix, les loyers sont beaucoup moins élevés, il y a un peu moins de dérapage, il y a moins de cette espèce de course entre les faux bulletins de salaire et les montants de caution démesurés demandés. Donc, là, ce que ça instaure juste, c'est un modèle. C'est pareil pour les syndics, ça c'est l'autre contrat-type. Et ça va permettre de clarifier ce qui est tarifé. Et ça va permettre d'avoir la liste de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et puis de gaspiller un peu de papier. Un petit peu. Oui, parce qu'on passe de 7 à 25 pages, en fait, en gros. Alors là, c'est très transparent. On a vu tous les c'est super. Non, pour le locataire, c'est très bien, parce qu'effectivement, vous êtes au courant de tout, le précédent loyer, vous savez les travaux qui ont été effectués, donc c'est très bien. Effectivement, là-dessus, les rapports locatifs diffèrent beaucoup, et c'est ce qu'on voit dans le cadre de la loi Allure, avec justement peut-être une des nouveautés qui est passée inaperçue, c'est en fait la protection des seniors dans le logement qui a été élargie. Puisqu'auparavant, lorsqu'une personne de 70 ans est plus arrivée en fin de bail, vous êtes propriétaire locataire, vous souhaitez récupérer votre bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Si la personne a des faibles revenus, plus de 70 ans, on peut pas. Il faut lui proposer une solution pour la reloger. Et en fait, cet âge limite a été abaissé à 65 ans. Ah oui, d'accord. Donc j'ai un locataire de 65 ans à faible revenu, je ne peux pas en fin de bail décider de lui dire c'est terminé. Absolument. Alors ça concerne tous les locataires âgés de plus de 65 ans dont les revenus sont équivalents à ceux qui donnent droit aux logements sociaux. Alors il y a une seule solution. Alors si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez plusieurs biens, plusieurs appartements, à la limite, vous pouvez dire, écoutez, vous irez ailleurs, à un autre endroit. Si par contre, ce n'est que votre seul appartement, c'est très compliqué parce que vous devez lui proposer donc un autre logement, une offre qui doit correspondre à ses besoins en termes de superficie, d'équipement, à ses possibilités financières. Le bien doit également être situé à proximité de son adresse actuelle. Il faut s'assurer que le logement en question est toujours sur le marché, que son propriétaire accepte de le louer à votre locataire, vous imaginez. Il faut faire l'agent immobilier. Donc ce que l'on dit en fait, c'est que pour Allure, ça protège en fait le locataire, mais d'autres disent c'est de la discrimination parce que finalement ça va se retourner contre les seniors. Beaucoup de gens de propriétaires bailleurs vont dire on va surtout pas prendre le risque en fait de louer à des personnes qui approchent de la soixantaine. Alors on a posé la question à Explorimo à Daniel Goldberg, qui est le rapporteur de la loi Allure, socialiste député, qui dit en fait lui, je crois pas que lorsqu'un propriétaire met un bien en location, il pense déjà à le récupérer en fin de bail. Voilà ce qu'il nous répond. Là, il dit que cette mesure en fait s'adresse aux personnes fragiles à faible revenu qui ont toujours payé leur loyer, et qui se retrouveraient dans une situation difficile. Donc voilà, c'est l'un des effets de la loi Allure. Donc c'est abaissé à 65 ans. Il faut le savoir. Marie, si vous mettez en location un bien immobilier, vous choisirez une personne de plus de 65 ans. Évidemment, vous vous méfierez. Évidemment, mais ça c'est ma fibre sociale, Guillaume. En tout cas, plus compliqué de récupérer votre appartement désormais si vous y avez comme locataire un occupant de plus de 65 ans à faible revenu. Oui, à faible revenu, vous avez raison de le préciser, mais ça fait partie des nouveautés de la rentrée qu'il va falloir prendre en compte. Alors dans ce contexte, quels conseils pratiques là pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui veulent investir sur ce marché immobilier en cette rentrée? Virginie? Notamment, je pense, il y a un point qui est important quand on veut investir, c'est aussi de prendre la bonne assurance de prêt, parce que d'abord, vous avez bonne assurance emprunteur en fait. Oui, bonne assurance emprunteur. Vous avez votre crédit, il peut toujours vous arriver quelque chose, grave ou pas grave, mais ça peut être donc des risques, ce qu'on appelle évidemment le décès, perte totale et irréversible d'autonomie, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir travailler, par exemple, vous n'allez plus pouvoir faire face à vos échéances, et forcément ça va vous mettre dans une situation très délicate. Donc de toute façon, grosso modo, vous n'avez pas de prêt si vous n'avez pas d'assurance. De toute façon, aucune banque acceptera. Donc de toute façon, on va prendre une assurance emprunteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais il faut choisir la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est la réforme. Maintenant, on a le choix aussi. Maintenant, alors on avait déjà le choix avant, mais c'était pas forcément très clair. Il faut dire que les banques, elles préfèrent que vous preniez l'assurance chez elles plutôt que d'aller la prendre ailleurs. Donc là, vous avez la dernière réforme en date, c'est la loi Hamon. La loi Hamon vous donne, dans l'année qui suit la souscription du prêt, le droit de changer d'assurance. Vous résiliez votre contrat, vous allez trouver mieux ailleurs ou moins cher, avec des garanties plus adaptées. Et ça, c'est important de le faire jouer parce que le coût de l'assurance, c'est 30% du coût du crédit.
Donc c'est quelque chose qui va peser au quotidien sur votre budget et pour des conséquences qui sont très très importantes. Mais c'est un truc à one shot ou on peut le faire 10 fois dans la vie de son crédit? Oh bah, je vois pas. Alors, vu la paperasse qui va vous être demandée, comment vous dire? Ça va peut-être se solvabiliser un peu tout ça. Alors en fait, je pense qu'il faut y réfléchir Simplifier, hein. très en amont. Sans jeu de mots, mais il faut y réfléchir dès le départ. Pardon. Au moment où vous choisissez votre prêt, vous choisissez l'assurance. Il ne faut pas attendre un an après en se disant ouais, mais je verrai plus tard. On ne regarde pas plus tard. C'est vrai que très concrètement, on a le sentiment que les banques, pour le coup, ne jouent pas vraiment le jeu. Et bah, ils font leur boulot. Hein. Elles sont dans leur. Sauf que vous avez au 1er octobre, là c'est dans quelques semaines, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir un tableau d'équivalence des garanties, c'est-à-dire que les banques ne pourront plus vous dire ah oui mais là vous couvrez pas ça, voilà, donc ce sera plus clair. Donc vous aurez ce point-là. Et la deuxième chose, je voulais amener quand même parce que ça fera un peu de paperasse. Vous allez avoir une fiche synthétique, elle fait 5 pages. Bon, mais vous avez une fiche synthétique qui va récapituler tous les points clés de l'assurance et qui vous permettra de comparer. Bon. Ça reste complexe, mais c'est un peu mieux. Vous êtes libre, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous êtes libre, oui, de choisir votre assurance emprunteur. Il y a plus de 50% des Français qui ne le savent pas encore, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que, alors, c'est à peu près les chiffres, hein. Il y a eu des chiffres plus positifs, plus optimistes, mais effectivement, on va dire que grosso modo, la moitié ne le savent pas, et après, il y a une autre moitié qui n'ose pas, donc... Forcément, c'est compliqué. Optez pour une délégation donc d'assurance emprunteur grâce à cette loi Hamon. Voilà, on est aussi là pour vous alerter sur vos droits, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Olivier, votre conseil à vous pour ceux qui souhaitent investir? Investissez dans le neuf. Hein, là, en ce moment, il faut y aller. On le voit d'ailleurs, les investisseurs portent littéralement ce dispositif d'investissement locatif Pinel. On peut mettre en location un bien que l'on achète neuf sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, bénéficier de réductions d'impôts qui vont jusqu'à 21%. Donc ça fait 1 an et demi qu'on le dit qu'il faut acheter dans le neuf. Oh non, 1 an et demi. Alors d'abord, il y a 1 an et demi, c'est flot. Bon, attention, non, pas du tout. Un peu moins même. Alors en fait, dans le neuf, donc investissez dans les villes portées par le Grand Paris qui devraient bénéficier du nouveau réseau de transport. Alors il y a une étude de la DIL 75 qui est assez intéressante puisqu'il y a plusieurs villes qui sont passées au crible. Alors j'en retiens quand même 3. Dans les Hauts-de-Seine, Châtenay-Malabry, alors là c'est la ville-jardin, la moitié du territoire est composée d'espaces verts. Dans le Neuf, c'est la commune, faut le savoir, qui est quasiment la moins chère du département, on est à 5 000 € par mètre carré. Comparaison, Neuilly-sur-Seine, on est à 12 000 € du mètre carré. 3 secteurs en cours de développement, 15 000 mètres carrés de bureaux, des commerces, des logements, un tramway qui doit relier la Croix de Berny à Clamart en desservant Châtenay-Malabry. Un exemple, un studio neuf, 34 mètres carrés, 180 000 €. On est là du côté de Parc Avenue. Dans le 93, alors on entend beaucoup parler de Saint-Denis, Saint-Ouen, non. Aubervilliers, rénovation du centre-ville, Campus Condorcet qui s'annonce comme le plus grand pôle de sciences humaines, des étudiants, des chercheurs à partir de 2018, la ligne 15 du Grand Paris Express, BNP Paribas, très présent sur la ligne 12 absolument du métro mairie d'Aubervilliers, un écoquartier du fort d'Aubervilliers, 35 hectares ouverts à la ville, des appartements neufs, actuellement 38 mètres carrés, 190 000 €, d'autres de 46 mètres carrés avec parking de 140 000 €. Et puis dans le Val-de-Marne, Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi va bénéficier du Grand Paris aussi. Alors, qui est en plein développement. Bonne nouvelle, le parc des sports qui était menacé, il devait y avoir une opération d'aménagement urbain. En fait, finalement, c'est annulé. Donc, on va garder ce parc des sports de Choisy-le-Roi. Le poumon vert va rester. Vous avez des programmes face au parc de la mairie, pas loin du RERC, du futur tramway, de l'ensemble des services et des commerces, des 2 pièces là-bas, dans le neuf. 40 mètres carrés, 180 000 €. On va avoir des milliers de logements autour de la future gare du Grand Paris à l'Échat. On est à un quart d'heure de la gare Saint-Michel, 10 minutes de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, donc Châtenay-Malabry, Aubervilliers, Choisy-le-Roi. Voilà, 3 villes qui devraient bénéficier du développement du Grand Paris. 70 000 logements annuels prévus autour des nouvelles gares. Il y aura 72 nouvelles gares. C'est l'objectif, on espère qu'il sera atteint. Et donc 70 000 logements annuels prévus autour de ces gares. Ça fait pas mal d'opportunités pour vous qui souhaitez peut-être investir dans le neuf. Allez, pour terminer, sur quoi vous allez titrer là, dans les prochains jours, l'un et l'autre? L'Obs, le Figaro, Explorimo. Qu'est-ce qu'il va falloir l'Obs, ce sera jeudi prochain où on sort notre grande enquête annuelle sur les 14 villes, 14 éditions régionalisées sur les grandes villes et pas que les villes moyennes aussi. C'est plutôt sur la reprise, mais sous conditions. Alors chez Explorimo, le Figaro, Alors sur Explorimo, là sur Propriété de France qui sort
Cette semaine, il y a notamment des biens à plus de 20 millions d'euros. Alors je crois qu'on a un exemple. On a des photos aussi. On a c'est quelques terrible. photos. On bavait avant Donc d'arriver à un l'antenne. exemple illustré. Donc là, on a un château à Cannes, plus de 1000 mètres carrés habitables, 20 pièces, une vingtaine de chambres. Alors c'est le château de la Croix des Gardes. On est sur le massif du même nom, édifié en 1919, style florentin avec ses jardins suspendus. C'est un bien qui est actuellement proposé à la vente par Sotheby's International Realty France, plus de 50 millions d'euros. Et c'est On comprend pourquoi. Quand on voit les images, là, c'est on quand n'est même pas loin du Palais pas mal. des Festivals et en fait c'est un château extraordinaire, un château de légende qui a servi de décor notamment à Alfred Hitchcock pour le film La main au collet en 1955 avec Cary Grant et Grace Kelly. C'est un lieu magique extraordinaire qui est actuellement à la vente. Ouais, je verrais bien Marie Cœur de Roi patauger là. Ah non, mais vous m'avez perdu, Guillaume. Moi, je suis en train de regarder les images. Là, je suis repartie en vacances. Et donc ça c'est le dernier numéro de Propriété de France et il y a d'autres biens, plus de 20 millions d'euros à découvrir. Voilà, c'est proposé par Explorimo, Le Figaro et l'Obs également, un numéro spécial à suivre la semaine prochaine, vous le disiez, Virginie. Puis nous, on vous donne rendez-vous tous les jours pour la vie IMO, Pas de bol. pour ouvrir intégral placement avec Marie Cœur de Roi, notre spécialiste immobilier. Merci beaucoup à tous les trois, Olivier Marin, Virginie Grolot et donc Marie. À demain, Marie. À demain.